Bonjour Alexis Levrier. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alexis, tu es maître de conférence à l'Université de Reims, chercheur associé au GRIPIC, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication du CELSA. Tu es historien du journalisme. Tu as publié cette année Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse aux éditions Les Petits Matins. On va revenir avec toi sur ce qu'il se joue en ce moment avec l'emprise Bolloré dans les médias. Après les remaniements de CNews, d'Europe 1, on voit aujourd'hui que ce remaniement pourrait avoir lieu aussi à Paris Match et au JDD. Mais d'abord un mot sur les images d'hier qui ont été aussi très commentées, celle d'Éric Zemmour avec une arme à la main au salon Millipol, le salon de l'armement et de la sécurité. C'est avec humour, dit-il, qu'il a visé des journalistes avec un fusil d'assaut en tout cas ceux qui n'auraient pas trouvé ça drôle, qui n'auraient pas compris l'humour, seraient des imbéciles selon lui. Toi, t'as trouvé ça drôle ou est-ce que tu fais partie des imbéciles? Je suis un imbécile revendiqué comme tel. Quand on met en joue la presse, et surtout qu'on est soi-même journaliste, donc il sait très bien ce qu'il fait. C'est quelqu'un de cultivé, Zemmour, et il connaît l'histoire des médias, il connaît l'histoire de la presse, il connaît l'histoire de la haine à l'égard de la presse, et il est imprégné de cet univers, de cet imaginaire-là. On aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais du coup, quand il met en joue des journalistes, c'est un amusement sérieux, c'est-à-dire qu'il les provoque, et c'est pas la première fois qu'il les provoque. Il avait fait un tweet lors d'une de ces pseudo-rencontres littéraires qui sont autant de meetings, dans lesquels on le voyait entouré d'une meute de journalistes, de caméras, d'appareils photo, et il avait fait un tweet en disant «Mes amis les journalistes», avec un petit smiley, une façon de se moquer de ces gens qui le fascine et en même temps avec qui il entretient un climat d'hostilité, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il fait une interview, il a tendance à s'en prendre aux journalistes. Donc ça, c'est une recette qui a réussi avec Trump, dont il reprend un petit peu quelques ingrédients, mais qui, dans son cas, est aussi nourrie d'une détestation de la presse mainstream, de la presse de gauche, d'un discours qu'on voit se répandre de plus en plus dans les médias, notamment de Bolloré, de détestation des journalistes qui seraient tous de gauche. On voit même chez Pascal Praud qu'on s'en prend aux écoles de journalisme qui pervertiraient ces jeunes esprits fragiles, de Libé, de Radio France. On a tout un discours anti-journalistique. Et tout le paradoxe, c'est que c'est un journaliste cultivé qui fait de la presse politique depuis 40 ans et qui se nourrit de cet imaginaire anti-journalistique. Hier, le chef du service politique de BFM, Philippe Corbet, a aussi fait une intervention qui a été très commentée en direct. Il dénonce une campagne présidentielle qui ne va pas. On ne va pas faire la campagne comme ça ne va pas être possible, dit-il sur le plateau. Il accuse aussi la ministre d'être entrée dans le jeu d'Éric Zemmour en répondant à la provocation que lui-même avait lancée. Elle lui a répondu par tweet, ce qui a conduit finalement BFM à montrer ces images. En tout cas, c'est comme ça que Philippe Corbet explique. Il dit, on n'avait pas prévu de montrer des images, mais la ministre étant rentrée dans le jeu, on finit par montrer ces images. Alors je sais la sincérité de Philippe Corbet, c'est un journaliste honnête, sérieux, c'est un bon journaliste, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie dans cette sortie, parce que quand même BFM est en boucle sur Éric Zemmour, il l'a invité lors d'un grand show de confrontation face à Jean-Luc Mélenchon, un autre show face à Duhamel, donc tout le monde veut son Zemmour, donc BFM a une part de responsabilité là-dedans, non? Oui, les chaînes d'infos en continu, d'une manière générale, sont beaucoup braquées sur Zemmour. Alors c'est dû au fait qu'il a été propulsé par une chaîne d'infos, CNews. Il a fait 2 ans d'Access Prime Time, 5 jours par semaine, 1 heure sans contradicteur, puisque c'était vraiment une émission qui était à sa gloire. Et du coup, il a imposé sa présence dans les médias audiovisuels et notamment les chaînes d'information. Et je crois qu'il y a un malaise, parce que Philippe Corbet, comme tu le disais, c'est un bon journaliste. Il n'a pas besoin de justifier, de montrer des images comme ça. Un candidat, puisqu'en fait il est candidat, qui met en joue des journalistes, évidemment qu'il faut le montrer. Ça raconte quelque chose. Il n'y a pas besoin de le justifier en invoquant Marlène Schiappa. Ça rajoute à la radicalité d'insulter une ministre, enfin de la traiter d'imbécile. Ça montre que Zemmour, et à mon avis, ça serait une de ses fragilités, est dans une forme de radicalité, d'extrémisme revendiqué. Donc ça mérite d'être raconté. Je comprends pas cette justification, si ce n'est par le malaise que les médias ont vis-à-vis de Zemmour. C'est-à-dire qu'ils voient Qui bien savent pas traiter Zemmour, c'est ce que dit un peu la séquence aussi. ils savent pas le traiter. Moi, je pense qu'ils lui ont donné trop de place dans les conditions fixées par Zemmour. C'est-à-dire que le CSA, je suis pas sûr qu'il ait pris une bonne décision en décidant de le traiter comme une personnalité politique, parce que si on regarde, c'est précisément à ce moment-là, ça a enclenché une dynamique
où il était un peu moins sur CNews, mais on l'a vu partout ailleurs, et il a été traité comme un candidat, tout en disant, d'ailleurs, il cite le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, donc il cultive cette ambiguïté-là, et il l'impose aux médias, qui ne savent pas comment traiter ça. Et je trouve que la presse écrite s'en sort pas mal. C'est-à-dire que la presse hebdomadaire, par exemple, n'a pas fait, ou quasiment pas fait, de une sur Zemmour. Il y a une espèce de pudeur. Il y a que Marianne qui a fait quelque chose sur le vote Zemmour, mais l'Express, Le Point, les autres journaux, d'une manière générale, Challenge, n'ont pas fait de une spécifiquement consacrée Challenge a à... fait autre chose. Ils ont Certes, travaillé avec des sondages qui étaient un peu étonnants. Pour beaucoup de sondeurs, en tout cas. Mais en tout cas, ils essayent de mettre à distance le phénomène, bien plus que les chaînes d'information en continu, qui, elles, acceptent le... C'était très perceptible quand il va chez Duhamel, que j'aime beaucoup, qui est un remarquable journaliste, mais on voit qu'il est traité sur cette chaîne comme s'il était encore journaliste. Il est face à Duhamel, et il est, comme Tabar et tous les journalistes qui défilent devant Duhamel, traité comme tel, alors qu'on sait très bien qu'il est candidat. Il faudrait le mettre en difficulté, le confronter à ses contradictions, à son rapport problématique à l'histoire. Il y a un travail que fait maintenant la presse écrite notamment d'enquête, parce qu'il y a toute une structure autour de lui. Donc il y a Sarah Niafo on peut le traiter sous l'angle people, mais c'est beaucoup plus intéressant, comme l'a fait Le Monde, de s'interroger sur son parcours et ce que ça dit de Zemmour. Il y a toute une équipe de campagne avec, par exemple, Mediapart a sorti hier, voilà, et qui révèle, par exemple, il y a un ancien journaliste, il y a un journaliste, pas un ancien, de Russia Today. Donc ça veut dire, ça renvoie à quelque chose sur l'influence russe, etc. C'est intéressant. Et la campagne, l'argent de la campagne, parce qu'on fait pas une campagne sans argent. Donc il faut documenter Zemmour, il faut expliquer comment il se lance dans la campagne. Et ça, la presse écrite arrive à le faire, mais pour l'instant, les chaînes d'infos cèdent à cette tentation parce qu'il fait de l'audience. Hein. Le débat avec Mélenchon a fait une audience considérable, et cette radicalité surjouée un petit peu de Zemmour est télégénique, elle fait de l'audience, et pour les chaînes, c'est un piège, parce que finalement, on le traite aux conditions qu'il impose aux médias. Justement, tu dis ça fait de l'audience. Quand on dit que ces chaînes d'infos ne savent pas traiter Zemmour, finalement, quand on voit que tout le monde court après son Zemmour, tout le monde le veut sur son plateau, ça répond à quelle logique? C'est une logique éditoriale? C'est une logique qui répond à une exigence de pluralisme? Ou est-ce que c'est une logique commerciale? Alors l'exigence de pluralisme, je pense qu'on ne peut pas faire comme si ce candidat putatif, là, présumé, n'existait pas. C'est-à-dire que s'il a ces sondages, c'est pas juste les médias qui l'ont fabriqué. Et ça répond à quelque chose. Il a su raconter pendant ces 2 années sur CNews, et sans doute même avant, un récit national qui convient à une partie du pays. On peut s'en offusquer, mais c'est la réalité, donc c'est logique de lui laisser une place. Après, il y a toujours dans ces périodes-là, avant une campagne, pendant une campagne, l'émergence de figures qui plaisent aux médias. On peut remonter jusqu'à Le Canuet en 65, et l'effet Macron de 2017 ou 2016 déjà, c'était ça. Un nouveau candidat, quelqu'un qu'on connaît pas, qui sort un peu du système, qui bouscule les codes. Ça plaît toujours aux journalistes, ça plaît aux médias, et ça plaît aussi à l'opinion publique. Donc ce rôle de trublion, qui avait été Chevènement aussi en 2002, aujourd'hui c'est Zemmour qui le joue, et c'est normal qu'il suscite cette curiosité. Voilà, les chaînes d'infos, elles, n'ont pas su répondre à ce récit qu'il impose, et surtout à ce rythme. Il impose ses images, il impose ses mots, il impose son imaginaire, et on voit que ses anciens collègues, puisqu'ils doivent aussi accepter que ça n'est plus le même rôle qu'il a face à eux, ont du mal à le mettre à distance. La presse écrite, pour l'instant, remplit mieux ce rôle. Dans le lot des bonnes nouvelles du moment, il y a une autre bonne étoile pour Éric Zemmour, elle s'appelle Vincent Bolloré. On sait ce qu'il a fait de CNews, on sait ce qu'il a fait d'Europe 1, une chaîne d'opinion, une chaîne d'extrême droite. C'est désormais autour de Paris Match et du JDD. Comme le signale Le Monde hier, l'arrivée de Patrick Mahé et de Jérôme Bellé signe l'arrivée de 2 partisans d'une union des droites et des extrêmes droites. Une droite radicale anti-Macron. Ces 2 personnes arrivent dans les 2 rédactions, celle du JDD et du Parisien. Est-ce qu'on peut dire que Bolloré construit un empire médiatique au service de l'extrême droite, ou est-ce une injure faite aux journalistes qui, comme le rappelle souvent Laurence Ferrari, font leur travail du mieux qu'ils peuvent? Laurence Ferrari, je suis pas sûr qu'elle fasse encore un travail de les journalistes irréprochable qu'elle a longtemps été. Pour CNews et Europe 1, c'est un désastre, et on peut considérer que c'est allé très vite dans le cas d'Europe 1. CNews, il y a eu une résistance qui s'est estompée avec le temps, mais qui a duré plusieurs années. Europe 1, la bollorisation s'est faite en quelques mois, et Louis de Ragnel désormais règne sur le service politique, et il a imposé sa ligne. C'est assez consternant et assez inquiétant. Pour la presse écrite, alors il y a 2 groupes, hein. Il y a Prisma, de nombreux journaux
qui pourrait compter aussi dans une élection. Et puis, il y a les restes de l'Empire Lagardère avec le JDD et Paris Match. Les informations qu'on a pour l'instant sont un peu contradictoires. On apprenait hier que ça pourrait être Tugdual Denis qui serait directeur de la rédaction. Ex de Valeurs Actuelles. Voilà, Enfin, toujours ex de Valeurs Valeurs Actuelles, Actuelles. Et on sait à quel point il y a des liens entre Bolloré et Valeurs Actuelles, hein, idéologiques. Donc son arrivée aurait été terrible et un signal envoyé à la rédaction absolument épouvantable. Et en fait, c'est pas lui, ce sera Cyril Petit, qui était le directeur adjoint de la rédaction et qui est un journaliste de qualité, irréprochable. Donc, il y aura des résistances dans ces journaux. Et je pense pas que la ligne Bolloré pourra s'imposer aussi facilement. Et à mon avis, l'influence ne sera pas perceptible tout de suite pour cette campagne. Et j'espère qu'elle ne le sera jamais, mais là j'ai de gros doutes vu les ambitions de ce mania de la presse. Je crois que les gens et les journalistes eux-mêmes ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se produire avec Bolloré. C'est-à-dire que déjà c'est très rare qu'un patron de presse dans notre histoire prenne comme ça en quelques années le contrôle à la fois d'une chaîne, d'une radio, de plusieurs titres de presse. Et c'est encore plus rare qu'il impose une ligne éditoriale aussi marquée. On le compare à Robert Hersant, mais c'était une droite classique. Et puis il a buté sur l'audiovisuel, puisque quand il a racheté la 5, ça a été un échec retentissant et c'était le début de la fin de son groupe. Donc en fait, moi, si je cherche dans l'histoire, le seul précédent que je vois, c'est celui, et ça renvoie vraiment à l'imaginaire de Zemmour, à la période dont il s'inspire, c'est celle de l'entre-deux-guerres, et profitant aussi d'une crise, hein, c'est la crise née de la guerre, on avait un patron, alors c'était un parfumier qui s'appelait François Coty, qui a racheté le Figaro, qui a racheté le Gaulois, qui a lancé un titre qui s'appelait L'Ami du peuple, destiné à valoriser les idées fascistes. C'était un admirateur de Mussolini et il avait un projet politique aussi clair que celui de Bolloré, qui était de permettre à l'extrême droite de triompher en France. Alors il meurt en 1934, il n'aura pas vu le triomphe de ses idées, c'est l'année de la journée des ligues, donc il a quand même contribué à installer ces idées-là, mais ça s'est arrêté à ce moment-là. On a l'impression, et je crois que c'est plus qu'une impression maintenant, que Bolloré a un projet assez similaire de permettre le triomphe d'un discours et de candidats d'extrême droite. Et Zemmour, c'est vraiment le lien avec cette histoire-là, parce que Zemmour, il reprend les mots, et c'est un admirateur de Maurras, un admirateur de Drummond, un admirateur de toute cette presse qui naît avec la Belle Époque et qui va se prolonger jusqu'à la collaboration. Et on pensait un peu naïvement que la fin avec Brasillac, Drieux-La Rochelle, qu'il y avait un cordon sanitaire désormais autour de cette extrême droite d'inspiration antisémite, eh bien, on s'est trompé. Et avant Bolloré, il y a eu Valeurs Actuelles, hein, le virage qu'a pris Valeurs Actuelles à partir de 2012, en multipliant les unes islamophobes, une Marianne voilée, des unes sur les robes, plusieurs condamnations judiciaires déjà, ont installé cela, et il y a une contamination qui s'est faite avec les autres médias, et dont on a le résultat aujourd'hui, avec au centre, effectivement, un patron de presse qui a compris qu'il y avait un public pour ça, donc ça a fonctionné, c'est une réussite éditoriale, médiatique, et son empire désormais s'étend dans des proportions considérables, avec un projet au moins culturel, mais qui est sans doute aussi un projet politique. Cet empire dont tu parles, c'est ce que tu évoquais aussi, c'est la question de la concentration des médias. J'ai vu ce matin que le groupe socialiste du Sénat envisageait une commission d'enquête justement sur la question de la concentration des médias. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans la loi? Pourquoi est-ce que la loi permet ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, Bolloré qui prend des télés, des radios, une télé, une radio, des médias de presse écrite? Il a aussi une influence maintenant assez importante dans le monde de l'édition. Comment c'est possible? Oui, au même moment, il y a TF1 qui va racheter M6, Ouais. en profitant toujours du désengagement de Bertelsmann. Donc la concentration que l'on vit est assez inédite et c'est logique d'essayer d'imaginer des instruments pour y répondre. Il y a aussi l'édition, parce que Bolloré c'est aussi l'édition. Il détient déjà Editiste, il va racheter Hachette, c'est-à-dire les deux acteurs de l'édition française. On va se retrouver. Alors est-ce qu'au niveau européen, il n'y aura pas des dispositifs qui permettront de remettre en question cela? Mais on voit les limites ici de notre système. Mais comment c'est possible que la loi qui est aujourd'hui celle de la concentration des, qui encadre la question de la concentration des médias, comment elle permet à un homme richissime de pouvoir à la fois acheter CNews, Europe 1, des groupes de presse papier? Mais on te répondra pour l'instant. Je pense que pour l'édition, ça va être plus compliqué, parce que là, c'est les deux acteurs, mais que dans la presse, il ne détient pas tous les médias. Il n'est pas le seul acteur, et ça, c'est la réalité. Simplement, il est présent partout. Et ce que la loi ne peut pas faire, c'est-à-dire, d'une part, c'est contrôler, le CSA échoue à contrôler tous les dérapages qu'il y a sur ces antennes, que ce soit Europe 1 ou CNews, et par ailleurs, on voit bien qu'il y a une contamination qui se fait du reste, il y a une imprégnation par le reste de la presse des mots et du vocabulaire
des médias de Bolloré. Et il y a un travail de démolition du reste de la presse qui est fait par Pascal Praud, par exemple, On va dans y son venir. émission, qui s'en prend à Radio France et qui construit un mythe, c'est-à-dire qu'il explique que finalement il y aurait un îlot de résistance qui serait les médias de Bolloré, ce qui fait rire quand on voit ce qui se passe sous nos yeux, face à une presse qui serait complètement vendue à la gauche. La réalité, c'est l'inverse. C'est que la presse de gauche ou la presse qui résiste à la droitisation, disons, est plutôt l'exception et non pas la règle. Donc mais ça fonctionne puisqu'on le voit avec France Inter, première matinale de France, assez irréprochable, aimée de ses auditeurs, mais qui a remplacé une chronique sur l'écologie par une chronique qui s'appelle En toute subjectivité et qui est fortement marquée à droite, là encore. Donc finalement, cette contamination fonctionne aussi bien dans la presse écrite que dans l'audiovisuel. Tu le disais, la chaîne CNews s'illustre aussi beaucoup par les propos que tu viens de dévoiler, enfin de présenter sur le service public, mais il y a aussi beaucoup de fake news sur cette chaîne. On voit souvent Pascal Praud véhiculer des idées qui sont pas des idées, mais des informations qui sont pas vérifiées. Et puis aussi des propos qui sont condamnés pour injure à la haine raciale ou incitation à la discrimination, comme il l'a fait Éric Zemmour. Pareil, comment on en est arrivé là? Comment on peut laisser au quotidien, toute la journée, sur une chaîne même privés, des propos se tenir qui incitent à la haine raciale, qui font des fake news, qui véhiculent des fake news. Là, c'est quand même une responsabilité du CSA qui est en cause. Oui, je trouve que le CSA ne remplit pas bien son rôle. Je trouve qu'il est maladroit. En plus de le traiter comme un candidat, ça l'a propulsé plus que ça n'a limité son audience. Et on voit bien qu'il y a peu de mise en garde, alors que les dérapages se sont multipliés dans Face à l'info pendant 2 ans. Donc je pense qu'il y a une responsabilité du CSA, mais il y a une ambiguïté et que là encore, je crois qu'on a un rôle des universitaires en enseignant l'histoire des médias et la loi, tout simplement. Ils jouent beaucoup, alors dans la lutte contre le wokisme, ce mot, ce barbarisme inspiré d'un mot anglo-saxon qui lui-même a été mal interprété. Mais l'idée dont on se sert, c'est au nom de la liberté d'expression de dire on a le droit de critiquer les religions. Ça, c'est ce que permet la loi de 1880. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. Ce que fait Charlie, c'est tout à fait respectable. Mais ce qu'on n'a pas le droit, c'est l'injure religieuse, l'injure à une communauté de personnes. On peut viser les idées, mais pas les personnes. Le distinguo est quand même très constant sur CNews. Et oui, et en fait, au nom de la lutte contre le wokisme et du dire on peut critiquer les religions, en fait, on critique les pratiquants. Et on a construit sur CNews comme ailleurs, comme dans Valeurs Actuelles, qui est pionnier, une figure aussi, d'ailleurs. Voilà, une figure de l'étranger, voilà, parce que le musulman, c'est la figure du traître à la nation, qui remplace la figure du juif dans la presse de la Belle Époque ou de l'entre-deux-guerres. Et ça, c'est évidemment condamnable par la loi, et on constate que le CSA ne remplit pas son rôle et que sans doute la justice, il y a encore des procès en cours pour Zemmour, on verra ce que ça donne, et il y a toujours un arbitrage du juge, parce que la frontière entre le fait de s'en prendre à des convictions et le fait de s'en prendre à des personnes, elle est ténue, et c'est souvent à l'appréciation du juge qu'il revient de faire le tri. Mais on voit qu'il y a une banalisation de ce discours, en tout cas dans les médias, et qui est très inquiétante. Et est-ce qu'il finalement il a les outils suffisants aussi, le CSA, parce qu'on dit qu'il peut condamner, d'ailleurs, il y a déjà eu des condamnations qui ont été faites avec des grosses sommes à payer par la chaîne, mais on oublie aussi de se dire que, tu l'as dit, Pascal Praud condamne souvent le service public, l'argent des Français qui est consacré à ces gauchistes qui envahissent les médias publics. Mais on oublie de dire quand même que le canal qui est celui de CNews, le canal 16, je crois, si je ne m'abuse, c'est un canal qui appartient au domaine public, qui nous appartient tous finalement, dont l'État a un pouvoir de préemption. Ça pourrait être ça je crois que c'est pas le CSA qui a le pouvoir de préemption, c'est le gouvernement qui peut décider de préempter ce créneau-là et le CSA de le valider. Pourquoi c'est pas possible, pourquoi c'est pas envisageable? En plus, il y a une chaîne d'information publique qui est France Info, qui est reléguée au 27. On pourrait très bien prendre le créneau d'un CNews qui n'est qu'une chaîne d'opinion aujourd'hui. Pourquoi on n'arrive pas à imposer ça aujourd'hui? Mais là encore, il y a une culpabilisation des autres médias qui fonctionne. C'est-à-dire qu'au lieu de s'interroger sur les privilèges dont bénéficie CNews, on en vient à remettre en question des privilèges inexistants. Le service public, on n'est pas le seul pays à en avoir un, et il appartient aux Français, en fait, avant d'appartenir à l'État. C'est aussi un moyen de se protéger de l'influence de patrons de presse. Et on voit bien que le service public, dans l'ensemble, n'est pas au service du pouvoir politique. Il peut y avoir des nominations, on le voit en ce moment comme à chaque fois, mais dans l'ensemble, les journalistes ne sont pas vendus à Emmanuel Macron. Personne ne peut le penser. D'ailleurs, c'est pas le discours qu'on tient sur CNews, on les accuse plutôt d'être vendus à la gauche. Alors, pourtant, la gauche représente plus grand-chose sur l'échiquier politique. Donc,
en tout cas en ce moment. Donc c'est un discours absurde, contre l'évidence, contre la réalité, mais qui fonctionne. Alors après, ils s'en prennent à Libération et aux subventions que touche la presse écrite, et c'est vrai, mais il faut bien comprendre ce paradoxe de la presse française. On l'a toujours, et parfois à juste titre, soupçonnée d'avoir des liens avec l'État. Donc elle est moins un média de masse que dans la plupart des autres pays. Elle se vend moins, pour le dire clairement. Elle est plus sensible aux crises comme en ce moment. Et du coup, elle a besoin des aides de l'État pour s'en sortir. Mais ces aides de l'État entretiennent le soupçon dont vont profiter ici les polémistes de Pascal Praud. Mais ces aides de l'État permettent aussi d'avoir des médias qui fonctionnent, qui introduisent un pluralisme. Libération, c'est 100 000 exemplaires vendus. Maintenant, ils ont un modèle économique qui fonctionne. Et il y a d'autres titres de presse qui fonctionnent très bien et qui reflètent tout l'échiquier politique. Le déséquilibre, il est plutôt sur les médias audiovisuels et sur les chaînes d'information. Donc, moi, je trouve que la solution que tu envisages, c'est-à-dire de déplacer, s'il y a des manquements réguliers à la loi, récurrents, si le CSA ne parvient pas... Qui sont pour la peine avérée, mais... Oui, qui sont avérés, dont on a tous conscience, et qui, alors même que l'émission Face à l'info n'était pas en complet direct, il y avait un décalage de quelques secondes qui était censé permettre, s'il y avait des dérapages de Zemmour, d'arrêter l'émission, de revenir en arrière, etc. Et bien, en fait, comme les dérapages nourrissent l'audience, et puis que ça correspond à la ligne éditoriale de la chaîne, on n'a jamais rappelé à l'ordre. Et moi, je trouvais incroyable que Christine Kelly, anciennement membre du CSA, journaliste assez exemplaire jusque-là, se soit prêté à ce jeu. C'est sidérant de voir, et tu évoquais Laurence Ferrari, c'était celle qui devait succéder à PPDA. Elle représentait une certaine neutralité, même si la neutralité journalistique c'est toujours un mythe, c'était une bonne journaliste. Quand il y en a qui sur Twitter qui s'amusent maintenant à ne reprendre que ces questions, quand elle interroge notamment quelqu'un qui vient de la gauche. Et rien que la liste de ces questions traduit un engagement politique. Et une radicalité, même. Il y a un basculement, d'ailleurs, dans la manière dont on interroge les invités. Enfin, tu parles de Laurence Ferrari, mais on pourrait parler aussi de Sonia Mabrouk. Elle n'est pas journaliste le matin. Elle se met en position presque de femme politique qui se paye un débat avec un invité politique. C'est ce qu'elle a fait avec Bruno Le Maire, qui n'en revenait pas cette semaine, où elle lui dit, parce qu'il remet en question le diagnostic de Zemmour sur l'état de la société, elle dit, vous niez la réalité. C'est-à-dire alors, Sonia Mabrouk, c'est une femme qui est engagée à la base, et le journalisme d'opinion, il existe, il est tout à fait respectable, et son engagement, il est complètement respectable. Simplement, on la met dans la position d'une intervieweuse. Et c'est là que les codes, on est dans une période de contamination et de bouleversement. On ne sait plus qui est journaliste, qui ne l'est pas. Zemmour profite de ça d'ailleurs. Et du coup, même les rôles spécifiques du journalisme, on les oublie. Un journaliste d'opinion ne peut pas se comporter comme un intervieweur, ou un intervieweur ne peut pas être un journaliste d'opinion. Donc si elle veut faire de l'interview, alors elle doit mettre à distance sa subjectivité. Et là, elle est incapable de le faire, mais parce qu'elle est sur une antenne qui permet cette radicalité, cet engagement, cette subjectivité, y compris face à un ministre. J'ai une dernière question, Alexis. Tu as évoqué un peu la presse de gauche et tu as même dit d'ailleurs que Libé avait trouvé plutôt son modèle économique, que finalement là où il y avait des équilibres, c'était plutôt sur la presse audiovisuelle, mais quand même, elle fait quoi cette presse de gauche? Est-ce qu'il existe vraiment encore une presse de gauche? Tu vas me dire, il y a Regard, il y a Libé, tu l'as cité, Politis, Bastemag, Mediapart, mais il faut bien admettre qu'on parle plus quand même de valeurs actuelles, de Marianne ou de Causeur, que de titres de la presse de gauche. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un déplacement de l'opinion publique vers la droite. Hein, la presse reflète ça. On le voit dans les intentions de vote. Les deux candidats de l'extrême droite. Ça marche dans quel sens? Tu dis, on le voit dans les intentions de vote. Ça marche dans quel sens? Tant que si le politique ne fonctionne pas, les médias de gauche ne peuvent pas suivre, ou est-ce que c'est l'inverse qui peut se produire? Moi, je pense toujours à Jean Daniel quand il crée l'Obs. La gauche est totalement atone et pourtant il participe. En tout cas, ce média décide qui va participer de la reconstruction des idées de la gauche. Dans quel sens? C'est les politiques qui donnent la dynamique ou c'est les intellectuels, les journalistes qui peuvent pousser cette dynamique? C'est l'œuf et la poule. Hein. L'influence des médias sur l'évolution de la société, je pense que l'exemple que tu prends de Jean Daniel est tout à fait pertinent et la presse peut se ressaisir dans ces moments-là et dans la période de décomposition de la gauche et de fracturation, parce qu'il y a ça aussi, de la gauche que nous vivons, on pourrait espérer que naissent des médias comme le Nouvel Observateur dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, comme l'Express a pu être aussi à un moment donné, même si c'est sur une ligne un peu plus centriste. Je crois qu'il faut espérer que la presse de gauche se ressaisisse. Elle est fragilisée et elle est divisée sur ces questions-là. Il y a des clivages générationnels aussi. Et donc, sa situation est très difficile. Et malheureusement, je pense que désormais Zemmour et la Bolloré ont imposé des thématiques identitaires dans cette campagne et qui vont fixer un peu le là des mois à venir et par rapport auxquels on va se définir. Donc, je crois que
la position défensive dans laquelle sont les médias, même pas de gauche, mais qui ne sont pas de droite ou d'extrême droite, va continuer. La meilleure réponse pour l'instant, je la trouve par exemple dans Le Monde, alors je sais pas si c'est de gauche ou du centre, mais je trouve que c'est la meilleure réponse qu'on puisse faire en tant que journaliste, c'est d'envoyer une centaine de reporters dans toute la France, faire 100 reportages dans toutes les villes, dans tous les lieux, de raconter la France telle qu'elle est. Parce que le récit que propose Zemmour, il fonctionne, mais c'est un récit fantasmé qui fait appel à une vision complètement rance d'une part, et puis nostalgique de la France. Il faut raconter la France telle qu'elle est. Le Monde le fait bien, ça pourrait, pour la presse de gauche, mais pour la presse en général, être une leçon. Finalement, face au triomphe des médias d'opinion de plus en plus radicalisés, faire du journalisme d'investigation, de reportage et raconter la France telle qu'elle est. Merci beaucoup, Alexis. Merci Pierre.